Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose de commencer, si vous voulez bien. Je me présente rapidement au début. Donc Philippe Scherer, je suis le directeur régional INSEE Normandie. Et je suis très heureux de vous accueillir pour cet événement. Et je vous souhaite donc la bienvenue pour ces rendez-vous de l'INSEE qui portent sur les trajectoires démographiques de la région Normandie. J'allais dire, ou presque dire, ces nouveaux rendez-vous de l'INSEE, puisque les équipes du service études et diffusion ont souhaité rénover cette manifestation pour la centrer sur une thématique unique, centrale, d'importance, et ce, à chaque événement, à chaque rendez-vous de l'INSEE, pour mieux cibler aussi les acteurs publics locaux que vous êtes et pouvoir bénéficier de votre présence. Le service études et diffusion, comme son nom l'indique, produit des études, mais il apporte aussi de l'expertise, des conseils aux acteurs publics locaux, donc potentiellement vous aussi, si vous faites la demande, que ce soit donc vous ici en présentiel ou en distanciel, vous pouvez solliciter les services, les services de l'INSEE pour apporter des conseils et expertises, que ce soit donc pour répondre à des demandes publiques, des demandes d'ordre économique, pour participer à des groupes de travail ou pour participer à différents comités régionaux pour apporter l'expertise de l'INSEE dans ces instances, si vous le souhaitez. Alors le thème de l'événement d'aujourd'hui porte sur la démographie. Et la démographie, bien entendu, c'est un sujet majeur dans la compréhension de l'évolution d'une région et de ses défis futurs. La Normandie est une région riche en histoire, ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, riche en patrimoine, en diversité, mais elle fait également face à des changements démographiques tout à fait significatifs actuellement. Donc au cours de ce séminaire, nous allons explorer les tendances démographiques récentes et les facteurs qui les influencent, ainsi que les projections démographiques pour l'avenir de la région. C'est l'objectif donc de cet événement d'aujourd'hui. Dans les échanges, nous aborderons très certainement aussi les implications de ces changements pour les habitants de la Normandie, pour l'économie régionale ou pour les politiques publiques. Pour cela, nous avons sollicité une gamme d'experts et de praticiens tout à fait chevronnés qui vont intervenir cet après-midi pour partager leurs connaissances et leur expérience. Nous espérons donc déjà par avance que ce séminaire sera une occasion pour tous les participants, que ce soit donc ici personne ici présente sur le site de Caen ou vous connectés en distanciel, pour mieux comprendre les défis et les opportunités qui se présentent à la région Normandie en matière de démographie. Alors j'ai passé la parole à Christian Camezella, à ma gauche, qui est le chef du service études et diffusion et qui précisera les modalités d'organisation de cet après-midi. Alors le menu de cet après-midi, et je repasserai ensuite la parole à Philippe, nous aurons une première présentation d'Arthur Cazobiel, qui est lui en distanciel à Lille. Le thème de sa présentation, c'est notre conscience méthodologique, si j'ose dire, s'agissant des projections de population. Il nous parlera de méthode et de perspectives pour la France métropolitaine. Ensuite, à l'issue de cette présentation, une dizaine de minutes seront consacrées donc à un certain nombre de questions, si vous en avez. Et ce sera le tour de Mathieu Léger, l'adjoint au chef du service études diffusion, qui est à ma droite. Et Mathieu nous donnera un certain nombre d'éclairages sur les principaux indicateurs démographiques de la Normandie et les grandes tendances, les grandes évolutions durant environ un quart d'heure. Et ensuite, Camille Hurard, qui est également à ma droite, chef de projet de l'action régionale. Camille nous parlera des grandes trajectoires à l'horizon 2070, alors des trajectoires démographiques évidemment. En particulier, il y aura un zoom dans le prolongement d'une publication qui vient de sortir sur les populations scolaires, mais également il s'intéressera aux actifs et également à la population des seniors, sujet d'actualité s'il en est. Et vers 15h30, nous assisterons à deux présentations de collègues du pôle INSEE Contact. Alors, le pôle INSEE Contact fait partie du service études diffusion et c'est la porte d'entrée à l'INSEE
avec Strasbourg d'ailleurs, de toutes les questions que l'on peut nous poser à nous, INSEE, soit par téléphone, soit par mail. Et donc les collègues du pôle INSEE Contact viendront nous montrer comment on utilise les outils de l'INSEE qui sont disponibles sur insee.fr, et également avec des éclairages locaux, un site particulier du site insee.fr qui est plutôt très bien fait, me semble-t-il, qui s'appelle Statistiques locales. Et nous aurons terminé de cette séance, cette première séance de rendez-vous de l'INSEE. Voilà, Philippe. Merci beaucoup, Christian. Je vous propose de rentrer dans le vif du sujet et donc de commencer par une première présentation. Et donc, je suis très, très heureux de vous présenter notre premier intervenant, qui est un spécialiste des projections démographiques. En tant que responsable du pôle de service d'action régionale emploi et population à l'INSEE, dans les Hauts-de-France, il a contribué de manière significative à définir les nouvelles projections de population localisées. Sa présentation, j'en suis sûr, nous sera extrêmement utile pour bien comprendre les présentations qui vont suivre, la traduction dans les faits de ces travaux. Donc je remercie beaucoup Arthur Cazobiel, qui est à distance, d'avoir accepté de partager ses connaissances et ses perspectives avec nous aujourd'hui. Et je lui passe la parole. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous tous d'être présents physiquement ou à distance pour parler d'évolution démographique. Et effectivement, je m'occupe d'une petite équipe qui a en charge la réalisation d'un outil qui sert à faire des projections de population dites localisées. Alors, je vais vous partager mon écran. Hop, j'espère que vous le voyez bien. Normalement, c'est le cas. Et donc, mon discours aujourd'hui va essayer d'être effectivement assez méthodologique pour vous présenter à partir de la méthode ce qu'il est possible de comment comprendre finalement les résultats associés aux projections de population localisées. Alors, quelques éléments de contexte pour commencer. Les projections de population localisées, c'est un outil qui est très utilisé dans les directions régionales de l'INSEE et qui est un outil qui est très malléable. Il est très utilisé parce qu'en fait, il est possible de réaliser des projections de population sur un ensemble très riche et très complexe de communes. Et les seules contraintes qu'on donne habituellement, c'est qu'il faut que ce soit des ensembles de communes dites qui se touchent et qui forment un ensemble cohérent minimal. Alors, on donne une frontière à peu près à 50 000 habitants. Et donc, sur tous ces zonages qu'il est possible de faire en France, nous avons un outil qui nous permet de faire des projections de population localisées. Et c'est un outil qu'on met à peu près à jour tous les 5 ans, à chaque fois qu'il y a une révision des hypothèses nationales associées aux projections de population. Alors, je vais revenir plusieurs fois sur ce point, mais un point qui est très important, c'est de comprendre qu'on réalise des projections et non des prévisions ou des prédictions. Et je reviendrai également sur ce point, mais il y a 2 utilisations principales aux projections de population. Ces projections de population, elles servent à 2 choses. Elles servent dans ce qu'on appelle déjà le service universel, c'est-à-dire à essayer de ventiler, à essayer les projections nationales. C'est-à-dire qu'on va appliquer des hypothèses relativement homogènes à tous les territoires de France pour essayer de comprendre comment les dernières tendances, quelles seraient les conséquences des dernières tendances démographiques liées localement sur les territoires. Et donc ça, c'est la ventilation des projections nationales, c'est ce qu'on appelle le service universel. Et il y a une deuxième utilisation sur laquelle je reviendrai, qu'on appelle le service spécifique, et qui là permet de paramétrer les choses de manière un petit peu différente, et qui permet notamment de simuler l'impact de changements de comportement démographique en lien avec une politique publique. Donc service universel et service spécifique. Mais avant de rentrer dans toutes ces considérations, parlons un tout petit peu de méthode. Ces discussions sur la méthode vont nous amener à comprendre le statut d'une projection. Et une fois qu'on aura compris la méthode et du coup le statut d'une projection, j'aborderai les résultats nationaux liés aux nouvelles projections. C'est des résultats qui ont été publiés en novembre dernier dans le cadre d'une publication nationale territoriale de l'INSEE. Alors, les considérations méthodologiques. En fait, la réalisation de projections de population localisée, sur le principe, c'est relativement simple. On est basé sur une méthode qui s'appelle la méthode des composantes et qui consiste à faire vieillir une pyramide des âges d'année en année. Donc, vous avez devant vous
une pyramide théorique des âges sur un territoire qui nous intéresse, par exemple la Normandie. Et l'idée, ça va être de travailler pour faire vieillir cette pyramide des âges 2018 jusqu'à la pyramide des âges 2019. Et pour ça, on va aller de manière méthodique et de manière relativement cohérente vis-à-vis des comportements démographiques. Donc la première chose qu'on va faire sur cette pyramide des âges, c'est on va imputer des décès, une partie de la population décède, et du coup on va retirer les décès de cette pyramide des âges 2018. On a donc une population de survivants à laquelle on va appliquer des migrations. Et ces migrations vont faire augmenter ou diminuer la population de survivants initiaux. Une fois que j'ai appliqué ces décès et ces migrations, je peux par exemple faire vieillir ma population, parce que tous les ans, toutes les personnes qui survivent gagnent un an. Et ensuite, je vais pouvoir prendre en compte les naissances. Et via ces 4 phénomènes, mortalité, migration, vieillissement et fécondité, on peut passer d'une pyramide des âges 2018 à la pyramide des âges 2019. Et on va réitérer ce processus d'année en année jusqu'à aboutir à une pyramide des âges 2070. Donc, la méthode générale de réalisation des projections de population est assez simple. Maintenant, toute la question, c'est comment est-ce qu'on réalise de manière itérative ces différents processus. Et en fait, il y a 2 grands types de sources qui sont indispensables pour réussir à faire ce genre d'exercice. Le premier type de source, c'est ce que j'appelle une photographie locale, c'est-à-dire on va mesurer de manière aussi précise que possible l'état initial de la démographie sur un territoire d'intérêt, dans une zone d'intérêt. Et la première chose à regarder, naturellement, c'est l'état de la population, quelle est la pyramide des âges sur le territoire qui m'intéresse, et ça va être le recensement de la population qui va me donner cette donnée. Mais on va également regarder les composantes démographiques, la mortalité grâce aux données d'état civil, la fécondité grâce aux données d'état civil, et également les migrations internes ou avec l'étranger. Donc, par exemple, où l'ERP peut me donner une partie des informations. Ça, c'est des données qui sont mesurées. Et ensuite, la deuxième type de source qui va être indispensable, c'est pas une source à proprement parler, mais c'est une hypothèse d'évolution qui consiste à poser la manière dont évolueraient les comportements démographiques de la zone sur notre intervalle de projection, donc entre 2018 et 2070. Et pour ça, on va poser des hypothèses relatives à l'évolution de la fécondité, l'évolution de la mortalité, des migrations internes ou des migrations avec l'étranger. Et ces 2 types de sources vont nous permettre du coup de réitérer ce processus de pyramide des âges d'une année N à l'année N+1 et ainsi d'aboutir à nos projections de population localisées. Alors, quand je dis ça, avec travers cet aperçu très rapide lié à la manière dont on réalise une projection de population localisée, on peut très vite aboutir à ce que permet et ce que ne permet pas de faire ou de comprendre une projection de population. Une projection de population, je l'ai dit et je le répéterai, ce n'est pas une prédiction, ce n'est pas une prévision, c'est une projection, c'est-à-dire ça fournit une image de ce que pourrait être la population à partir de la connaissance du passé, donc ce qu'on a mesuré, et des hypothèses sur l'évolution du futur. Vous remarquerez d'ailleurs que l'intégralité des publications de l'INSEE qui exploitent des projections de population sont toujours écrites au conditionnel, parce que c'est vraiment une image de ce que pourrait être la population, on n'utilise pas le futur. Et du coup, on comprend naturellement à travers ces 2 sources qui est mesurée et les hypothèses, l'importance qu'ont les hypothèses sur le résultat final, le résultat de la projection de population localisée. Alors, comment est-ce qu'on construit ces hypothèses? Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais l'idée, c'est que sur chacune des composantes démographiques, vous avez ici, par exemple, la composante de fécondité, ici, la composante d'espérance de vie ou de mortalité, et là, la composante de migration. On va avoir différents scénarios qu'on va construire. Un scénario, une hypothèse dite centrale, une hypothèse basse et une hypothèse haute qui vont encadrer l'hypothèse centrale. L'hypothèse centrale, dans chacun de ces composantes, c'est une hypothèse qui est un peu atypique ou un peu spéciale. Elle a vraiment été construite avec l'idée d'essayer de prolonger la tendance récente observée. Donc, le scénario central, c'est un scénario qui va avoir une composante de fécondité centrale, une évolution de l'espérance de vie dite centrale et des évolutions des migrations avec l'étranger dites centrales aussi, qui cherchent véritablement à prolonger les tendances récentes.
Mais en toute rigueur, l'INSEE propose un éventail de scénarios qui sont très diversifiés, du scénario central au scénario population basse, dans lequel on va prendre toutes les hypothèses basses, ou population haute, ou alors des mix entre ces différentes hypothèses pour avoir des extrêmes entre lesquels regarder. Et par ailleurs, on propose notamment dans le cadre de travaux réalisés en partenariat avec les directions régionales des possibilités de paramétrer de manière encore plus fine ces différentes hypothèses. Je reviendrai dessus dans un instant. Donc, le scénario a un choix d'hypothèses très, très, très vaste. Donc, je disais, les projections de population ne sont pas des prévisions, ce ne sont pas des prédictions. Notamment le scénario central, qui est le scénario qu'on commente habituellement le plus. Ce scénario, comme je vous le disais, il a été construit autour d'un prolongement des tendances démographiques récentes. Mais dans les faits, on le sait particulièrement bien, hein, les tendances récentes ne se prolongent jamais parfaitement. Il y a toujours des très bonnes raisons pour lesquelles on peut avoir des choses qui changent. On peut avoir, voilà, on sait qu'il y a du flux et du reflux dans la périurbanisation. Il y a eu une croissance importante des naissances aux alentours des années 2000, mais on peut avoir des événements localisés comme l'implantation d'une usine ou au contraire la fermeture d'une usine, l'ouverture d'une antenne locale d'université ou d'un établissement public de grande ampleur qui va fortement affecter et modifier les tendances récentes. Et donc, ONFAL ne va pas chercher à anticiper ce genre d'événement, on va véritablement construire des hypothèses, notamment dans le scénario central, qui prolongent les tendances. Et puis l'autre facteur explicatif pour lequel les tendances passées ne se prolongent pas, c'est qu'on ne cherche pas forcément à les prolonger. Les acteurs publics, et notamment les acteurs publics régionaux que vous êtes, peuvent avoir légitimement tendance à vouloir infléchir des tendances démographiques à l'œuvre, renforcer les positives, infléchir les négatives sur certains territoires en jouant sur différents leviers. Donc, l'idée générale que nous, on va présenter, c'est on va vous présenter un scénario qu'on estime être réaliste d'évolution de la population, mais c'est également un scénario qu'il faut interpréter selon les hypothèses qu'on a construites. Donc, dans le cadre du scénario central, l'hypothèse sous-jacente, c'est le prolongement des tendances démographiques observées au cours des dernières années. Alors, à quelles questions on peut répondre avec ONFAL, avec ces projections de population localisée? La première question, c'est, comme je vous le disais, c'est quelle serait l'évolution démographique de mon territoire, quel serait l'état de ma population en 2070, par exemple, si ce que j'observe déjà, les tendances démographiques déjà à l'œuvre, venaient à perdurer dans l'avenir. Mais l'autre grande utilisation d'ONFAL, c'est pour la simulation d'un impact, d'un changement de comportement démographique. Typiquement en lien avec une politique publique qui vise à modifier certains comportements démographiques. Et du coup, dans ce cas-là, les projections, notamment la comparaison de scénarios, permettraient d'établir quel serait le gain attendu ou quelles devraient être les modifications démographiques pour atteindre des objectifs précités auparavant. Donc voilà finalement ce qu'on peut faire de projections de population localisées, comment interpréter, comment comprendre ces projections de population localisées. Alors maintenant, je vais passer peut-être un peu plus de temps pour essayer d'expliciter les nouvelles projections de population qui ont été publiées, comme je disais, en novembre dernier. Alors, on révise à peu près tous les 5 ans les projections de population et en 2022, du coup, les hypothèses ont été réajustées par rapport à l'exercice antérieur qui est un exercice réalisé en 2017. Il y a 2 principaux changements qu'il faut avoir en tête. Le premier changement, c'est une hypothèse relative à la fécondité et le deuxième, c'est relatif au gain d'espérance de vie. Dans les 2 cas, la fécondité et les gains d'espérance de vie ont été revus à la baisse. Vous avez sur le graphe de gauche ici les hypothèses de fécondité telles qu'elles avaient été construites en 2017 avec un scénario central qui estimait qu'elles seraient aux alentours de 1,95. Et 5 ans plus tard, on a une vision beaucoup plus faible de la manière dont cette fécondité s'établirait sur le long terme, avec plutôt une moyenne de long terme aux alentours de 1,8 à l'échelle France entière. Donc on a revu sensiblement la fécondité
à la baisse. On est finalement plus proche du scénario de fécondité basse qu'on avait construit il y a 5 ans, à l'heure actuelle, sur notre scénario central. Sur l'espérance de vie des hommes et à la naissance, des hommes et des femmes en 2070, tel qu'on pensait qu'il serait lorsqu'on a construit les hypothèses en 2017. On était parti sur, pour les hommes, une espérance de vie à 90 ans et pour les femmes à 93 ans. 5 ans plus tard, on a revu à la baisse ces gains d'espérance de vie de manière assez sensible, avec 3 ans ou 2 ans et demi en moins pour les femmes et pour les hommes, dans la mesure où on pense que les gains d'espérance de vie seraient moins marqués. Alors pourquoi est-ce qu'on a revu tout ça à la baisse? Alors très rapidement sur des données, vous avez ici l'indice conjoncturel de fécondité observé France entière, et lorsqu'on a réalisé le précédent exercice de projection de population, on se basait sur des données de 2013. Et vous voyez que 2013-2014. Et vous voyez que 2013-2014 et sur finalement les 10 années qui précédaient, on était sur un palier assez haut de l'indice conjoncturel de fécondité. Et c'est la raison pour laquelle on avait estimé qu'il était relativement crédible d'avoir un indice conjoncturel de fécondité aux alentours des 1,95 de manière générale à l'avenir. Depuis le précédent exercice de projection de population, on a vu l'indice conjoncturel de fécondité diminuer assez fortement. En 2018, il s'établissait aux alentours des 1,87 et cette diminution assez sensible a conduit les hypothèses de fécondité à l'avenir à se restep 1, à plutôt partir sur une évolution aux alentours des 1,80. Dans la mesure où on a une tendance baissière assez marquée au cours des dernières années. La deuxième chose que j'ai évoquée, c'est ces gains d'espérance de vie qui seraient moins marqués. Alors, je parle bien de gains d'espérance de vie bien marqués. L'espérance de vie devrait continuer à augmenter au cours des prochaines années. Néanmoins, les gains d'espérance de vie anticipés sont moins importants à l'heure actuelle que ce qu'on pensait auparavant. Par exemple, vous avez ici, entre 2008 et 2013, pour les femmes et pour les hommes, des gains d'espérance de vie qui avaient été pour les femmes de 0,7 ans et pour les hommes de 1,2 ans. Si on prend un pas de 5 ans plus tard, on a des gains d'espérance de vie qui ont été largement ralentis. Pour les femmes, on est passé de 0,7 à 0,4 et pour les hommes de 1,2 à 0,8. Et donc, ce ralentissement des gains d'espérance de vie ont été pris en compte dans les nouvelles hypothèses démographiques pour avoir des espérances de vie attendues en 2070 qui sont un peu plus réduites. Alors, ces deux éléments, espérance de vie plus faible et indice de conjoncture plus faible, donc fécondité plus faible et espérance de vie plus faible, naturellement conduisent à une population attendue plus faible. Vous avez ici l'écart entre les projections, les nouvelles projections en bleu à 2021-2022 et les anciennes projections 2016-2010. On commence à 66 millions et vous voyez qu'en 2016, on était clairement inscrit dans une perspective de poursuite de la progression de la population, alors qu'en 2022, on est beaucoup moins, on est désormais sur une phase clairement de stabilisation, de stagnation, voire de légère diminution de la population. Et ça, c'est une des raisons principales qui va expliquer le fait que si vous avez encore en tête les résultats des anciennes projections, dans lesquelles la population avait plutôt tendance à augmenter, on est désormais sur quelque chose d'un régime démographique qui est très différent, avec plutôt désormais des stagnations, voire des diminutions. Et on a quand même perdu 8,3 millions de personnes entre ces deux exercices de projection à l'horizon 2070. C'est dire à quel point la révision, qui peut sembler faible et néanmoins importante, alors plus qu'en volume, c'est surtout en régime, c'est-à-dire qu'on passe d'une phase de croissance de la population qui semblait établie et sans perspective de fin à désormais une perspective de fin de croissance de la population qui est très proche et qui est très proche aux alentours des années 2040. Alors, du coup, quels sont les messages démographiques, maintenant que je vous ai un petit peu explicité les changements d'hypothèse qu'on a réalisés entre les deux exercices, quels sont les principaux messages du scénario central des projections de population? Le premier message, c'est un message de ralentissement démographique, voire de stagnation démographique. On a véritablement changé de régime. Nous ne
d'après les dernières tendances démographiques, nous ne sommes plus dans un régime d'accroissement important de la population, mais véritablement de stagnation et de pic de population qui serait atteint à l'échelle de la France entière en 2044, un peu en dessous des 70 millions d'habitants. Donc, sur l'intervalle 2018-2070, on voit bien que la population augmenterait assez peu, à 1,2 million d'habitants, et une relative stagnation de la population, même une légère diminution sur la deuxième partie de la projection, de 2044 à 2070. Cette perspective d'un pic démographique, elle est véritablement partagée par quasiment toutes les régions métropolitaines. Toutes les régions métropolitaines ont un pic. Ce qui va différencier, c'est que pour certaines régions métropolitaines, ce pic est déjà passé. Et pour d'autres, ça serait dans l'avenir. Il y a un tiers des régions qui ont déjà dépassé, qui auraient déjà du coup dépassé leur pic démographique, hein, la Bourgogne-Franche-Comté, le Centre-Val de Loire, le Grand Est, les Hauts-de-France et la Normandie. Et donc ces régions dessinent sur la carte de France le quart nord, à l'exception de l'Île-de-France. Et pour les autres régions, on atteindrait plutôt après 2040. Alors, ça, c'est certainement vrai à l'échelle régionale, mais c'est encore plus vrai à l'échelle départementale. Alors, vous avez ici, à l'échelle départementale, l'année à laquelle la population, le département, pardon, aurait son pic de population. Avec les deux couleurs les plus claires sont des couleurs qui sont déjà passées, et puis ensuite, entre 2020-2039, 2040-2049, etc., etc. Et du coup, plus la couleur est foncée, plus le pic de population serait tardif, voire non atteint d'ici 2070. Alors, qu'est-ce qu'on remarque quand on voit cette carte? Eh bien, très naturellement, on voit la diagonale des faibles densités ici, hein, qui se dessine très clairement avec, pour l'intégralité de ces départements, ou presque, des pics de population qui sont déjà passés, et pour certains, depuis plus de 10 ans. On a également la plupart des départements des Hauts-de-France, du Grand Est et de la Normandie, donc en fait, la Manche et la diagonale des faibles densités qui se dessinent très, très clairement, avec des pics de population qui sont déjà atteints, et pour certains, atteints depuis longtemps, sans perspective d'inversion de tendance apparente. Inversement, quels sont les territoires qui ont des croissances de population les plus longues jusqu'à atteindre ce fameux pic démographique? C'est tout le littoral atlantique et tout le quart sud-sud-est de manière générale. L'autre phénomène qu'on peut remarquer, c'est le côté protecteur, si on peut dire, des chefs-lieux de région, dans la plupart des régions, les départements contenant des métropoles régionales ont une dynamique un peu plus favorable. Vous avez le cas de la Haute-Garonne ou l'Hérault avec Toulouse, Montpellier, Bordeaux, Nantes, Rennes, etc. L'exception, c'est naturellement l'Île-de-France, où vous voyez que Paris est en perte de population. Ça fait déjà plus de 10 ans que Paris perd de la population, mais vous voyez que, au contraire, le reste de l'Île-de-France est en croissance démographique relativement soutenue. Et un tout petit mot sur les DOM, pour vous dire que les DOM sont des situations qui sont très différentes entre les Antilles, qui sont des croissances de population très marquées, et les autres DOM, Mayotte, La Réunion et Guyane, qui, eux, ont plutôt des croissances démographiques assez marquées. Donc ça, c'est le premier message qu'il faut véritablement retenir, des pics démographiques qui sont beaucoup plus proches que ce qu'on se comptait auparavant et qui, dans un certain nombre de régions, notamment en Normandie, sont déjà derrière nous ou tout proches. Le deuxième message, c'est un message de vieillissement de la population. À l'échelle de la France entière, on gagne 1,2 million d'habitants entre 2018 et 2070. En volume, c'est ce que donnent les résultats de la projection. Néanmoins, en structure, la population serait très différente. Il y a véritablement un vieillissement marqué de la population sur tous les territoires. En 2018, il y avait à peu près 20% de la population qui avait 65 ans ou plus. En 2070, ça serait 28%. Et ce qui est remarquable, c'est que c'est généralisé sur tous les territoires. Donc, vous voyez ici que en 2018, aucun département n'a plus de 30% de sa population constituée de personnes âgées de 65 ans ou plus. Aucun. En 2070, ça serait 62 départements qui auraient plus de 30% de leur population
constituée de personnes âgées de 65 ans ou plus. Donc, quelque chose qui est extrêmement marqué et extrêmement rapide sur l'intégralité des départements de France d'ici 2070. Et les disparités territoriales qu'on a observées un petit peu en 2018 seraient toujours là. Hein. La région les territoires qui font exception, naturellement, c'est l'Île-de-France, hein, qui est toujours très jeune. Et puis, ces 3 DOM auxquels je faisais référence, La Réunion, Mayotte et Guyane. Au contraire des Antilles qui, elles, ont un vieillissement de la population qui serait assez marqué. Donc, c'est le deuxième grand message qu'il faut véritablement retenir. Au-delà d'un ralentissement démographique et de pics de population qui sont parfois déjà derrière nous, un vieillissement important attendu d'ici 2070. Rapidement, pour terminer sur les différents éléments, vous pouvez être amené à travailler sur des populations qui ne sont pas exactement des populations au sens habituel. Et pour cela, l'INSEE et mon équipe réalisons des outils qu'on met à disposition de toutes les directions régionales qui permettent de faire des projections dérivées. Ces projections dérivées, c'est des projections de population active, des projections de ménage, des projections d'élèves, des projections de personnes âgées dépendantes et qui fonctionnent toutes sur le même principe, à savoir je prends une projection de population et j'adjoins à cette projection de population des hypothèses additionnelles qui me permettent d'aboutir à des projections dérivées. Toutes les projections dérivées ne sont pas encore livrées ou disponibles à l'heure actuelle, mais on y travaille pour les prochains mois. Et on espère bien que si vous avez des demandes spécifiques relatives à des réflexions autour de l'évolution du nombre de ménages, du nombre de personnes âgées dépendantes ou de la population active, n'hésitez pas à vous retourner vers le CED de Normandie, qui peut avoir des éléments un peu plus précis à vous transmettre que simplement une projection de population. Dernier élément, simplement pour vous dire que c'est pas toujours facile de se retrouver sur le site de l'INSEE.fr. Il y a une page qui recense les projections de population et de ménage, qui est celle de gauche, sur lesquelles je vous invite à aller, pour vous y retrouver un petit peu plus rapidement. Et puis ensuite, si vous avez des questions spécifiques à adresser à la région, votre interlocuteur de base prioritaire, ce sera naturellement le CED de Normandie, sachant qu'il existe également un interlocuteur à l'échelle nationale si vous avez des demandes qui dépassent le simple cadre régional. Mais dans ce cas-là, le plus simple, c'est peut-être simplement de contacter la région qui vous redirigera vers la personne adéquate si c'est nécessaire. On va revenir sur des considérations un petit peu plus régionales. Néanmoins, Arthur vous a rappelé très justement que les projections, donc celles qui vous seront présentées tout à l'heure par Camille, s'appuient essentiellement aussi sur des dynamiques passées et sur les trajectoires récentes du territoire. Ça va donc être l'objet de cette présentation, ce qui vous permettra de comprendre les résultats qui vous seront présentés ensuite, puisqu'on va revenir donc là au cours de cette présentation sur la dynamique de la Normandie depuis 1968, donc des dynamiques de long terme, mais aussi et surtout donc les dynamiques les plus récentes qui expliqueront donc les résultats qui vous seront présentés dans la seconde présentation de Camille. Donc si on regarde le territoire de la Normandie depuis 1968, donc depuis une cinquantaine d'années maintenant, on s'aperçoit donc que la croissance de la population a été significative, mais néanmoins assez faible par rapport à ce qu'on peut constater dans d'autres régions de France métropolitaine. Donc vous voyez la Normandie, dont le niveau de croissance depuis 50 ans se situe autour de 20%. Alors ce n'est pas le territoire au sein duquel la croissance a été la plus faible, puisqu'on observe qu'à la fois dans les Hauts-de-France, le Grand Est ou encore Bourgogne-Franche-Comté, on est sur des niveaux beaucoup plus faibles. Néanmoins, le niveau moyen de la France métropolitaine se situe autour de 32% de mémoire, donc c'est quand même une douzaine de points en dessous de la moyenne nationale. Donc on ne peut pas parler de dynamique très forte, elle était néanmoins réelle, et on va voir comment elle s'est traduite ensuite sur le plan territorial. Si on regarde de manière un petit peu plus localisée cette croissance démographique depuis 1968, on s'aperçoit qu'elle ne touche pas tous les territoires, bien entendu, de la même manière.
Alors on observe assez classiquement que les principaux pôles urbains du territoire, donc je pense notamment à l'agglomération caennaise, autour de l'agglomération de Rouen et de celle du Havre, ou encore dans tout le couloir qui mène à l'Île-de-France et la vallée de la Seine, que ce sont les territoires qui ont généré ou absorbé, attiré le plus de population, ou en tout cas qui ont été dans la plus forte croissance. Ailleurs en Normandie, et notamment dans le sud Manche, ou plus globalement dans l'ensemble du département de l'Orne, on s'aperçoit que déjà depuis une cinquantaine d'années, on avait un grand nombre de territoires qui étaient déjà en déprise démographique. Dans le détail, si on regarde la situation par département, donc, là encore, on observe des choses assez différentes, puisque, et vous l'avez vu peut-être un petit peu plus tôt dans la présentation d'Arthur Cazaubiel, le département de l'Orne faisait partie de la dizaine de départements qui avaient atteint leur pic démographique avant l'année 2009. Et pour cause, on s'aperçoit sur ce petit tableau résumé que aujourd'hui, le département comporte moins d'habitants qu'il n'en avait en 1968. Donc on est déjà en perte de population aujourd'hui par rapport à 1968 dans le département de l'Orne. Ailleurs, on observe une croissance de la population relativement forte, plus significative en proportion dans les départements du Calvados et de l'Eure, puisqu'elle atteint 35 et 56% pour ces deux territoires. Alors maintenant, si on resserre un petit peu la temporalité de l'observation, donc c'est-à-dire sur les 6 années des deux derniers recensements disponibles, qui séparent les deux derniers recensements disponibles, donc 2014 et 2020, on observe là pour le coup une croissance beaucoup plus ténue que ce qu'on a pu observer sur la carte précédente, avec des poches de croissance qui là pour le coup sont très réduites, autour de l'agglomération rouennaise, autour de l'agglomération caennaise, un petit peu dans le sud-ouest de la Manche, et toujours dans la frontière séno-marine, autour de la vallée de la Seine, et un petit peu plus à proximité de l'Île-de-France. Partout ailleurs, la décroissance est déjà très forte. La baisse de la population est particulièrement prononcée dans le département de l'Orne, dans le sud-ouest de la Manche, et aussi dans toute la vallée de la Brelle, au nord-est du territoire départemental de la Seine-Maritime. Alors si on regarde un petit peu ces évolutions dans le temps, les évolutions départementales dans le temps, la Normandie a cessé de croître en termes de population depuis 2016. Vous pouvez observer sur la courbe en pointillé que le reflux démographique s'amorce à partir de 2016. Alors bien sûr, la trajectoire est assez différente d'un département à l'autre, mais globalement, hormis le département du Calvados et dans une moindre mesure celui de la Seine-Maritime, où les populations se maintiennent, voire continuent de croître légèrement pour ce qui est du Calvados, partout ailleurs, dans la région, les départements sont en perte de population relativement significative, avec comme on l'avait vu sur le tableau précédent pour le territoire de l'Orne, puisque là on est sur un graphique en basse 100, déjà sur une perte de population par rapport à ce que l'on observait au cours de l'année 68 dans la région. Alors pour quelles raisons on en est là aujourd'hui, et là encore je reviens sur les explications présentées tout à l'heure par Arthur Cazaubiel sur les dynamiques récentes et les indicateurs qui permettent de se projeter ensuite sur la trajectoire régionale et que vous présentera mon collègue Camille par la suite. On peut observer déjà que dans la région, le solde migratoire est déjà déficitaire depuis quelques années. Alors on voit que la courbe des naissances a franchement chuté depuis le début des années 2010, avec un niveau au plus bas pour l'année 2020 qui a été un petit peu général pour l'ensemble de la France au cours de la crise Covid. Mais la reprise de la natalité n'a été que légère, que faible à partir de 2021. Elle est encore assez modérée pour les chiffres provisoires dont nous disposons en 2022. Alors que dans le même temps, vous voyez que la courbe des décès, elle, a fortement augmenté à partir de 2014-2015. Elle a évidemment augmenté assez nettement comme partout pour l'année 2020, mais l'une des spécificités de la Normandie, c'est que si en 2021, la courbe des décès a reflué pour l'ensemble de la France métropolitaine, ce n'est pas le cas en Normandie. Le nombre de décès en Normandie continue d'être plus élevé en 2021 puis en 2022
que le niveau qui a été observé au cours de l'année 2020 en pleine crise Covid. C'est une particularité normande et qui correspond en fait au vieillissement important de la population normande en avance de ce qui peut être observé sur les autres territoires de France. Si on regarde maintenant un peu plus en détail l'indicateur conjoncturel de fécondité qui vous a été explicité précédemment par Arthur, mais vous voyez là encore que la courbe normande donc, a beaucoup oscillé depuis une cinquantaine d'années, mais elle a entamé une diminution quasi constante, comme c'est le cas en France métropolitaine depuis le début des années 2010. Les courbes ont été à peu près confondues, je dirais, au cours de la décennie précédente. Et même si le niveau de l'ICF reste relativement un petit peu plus élevé en Normandie qu'il ne l'est en France métropolitaine, il n'est qu'à 1,80, autour de 1,80 aujourd'hui, ce qui est insuffisant donc, pour assurer le renouvellement des générations. Alors bien sûr, dans le détail, on voit que la situation des départements est relativement différente, avec un niveau extrêmement bas dans le Calvados qui a chuté même de 1,70 à 1,62 sur un an entre 2021 et 2022, donc c'est une baisse particulièrement forte. Il est relativement faible aussi en Seine-Maritime avec 1,83 et des niveaux un peu plus soutenus dans la Manche et plus encore dans l'Eure et dans l'Orne, mais qui sont des territoires où il y a un nombre de femmes en âge d'avoir des enfants relativement faible. Donc même si cet ICF est élevé pour ces territoires, il ne produit pas beaucoup d'effets au regard du volume de population qu'il concerne. J'ajoute juste une petite parenthèse sur cette diapositive-là, en complément de ce qu'évoquait très bien tout à l'heure Arthur Cazaubiel sur le niveau de l'ICF. Et par rapport à la fiabilité, une question qui nous était posée sur la fiabilité, il faut quand même noter que la France conserve aujourd'hui l'ICF, l'un des 2 ou 3 ICF les plus élevés d'Europe, que beaucoup de pays sont beaucoup plus bas. Je pense notamment à l'Italie, l'Espagne qui tournent autour de 1,2 ou 1,3, 1,5 pour l'Allemagne, 1,4 pour l'Angleterre. Donc le niveau peut paraître faible, mais il est pour autant beaucoup plus élevé que ce qui existe déjà dans beaucoup de pays européens, et même je dirais de pays de l'OCDE, puisque je crois qu'il n'y a plus que 2 pays dans l'OCDE qui conservent un niveau supérieur à 2,05. Alors, et donc pour compléter l'ensemble des indicateurs qui peuvent expliquer la trajectoire de la Normandie que vous allez voir juste après cette présentation, si on regarde maintenant l'évolution du nombre de femmes en âge d'avoir des enfants, donc classiquement la tranche d'âge qui est retenue est celle des femmes de 15 à 49 ans, et qu'on regarde l'évolution de ce niveau depuis 1968, on voit qu'il y a eu des augmentations différenciées selon les territoires départementaux, mais que globalement, depuis la fin des années 90, ce nombre de femmes ne cesse de diminuer dans la région, à des allures à peu près similaires selon les départements, et que même pour les départements, je pense notamment au département de l'Eure, qui ont eu une natalité très élevée au cours des 20 dernières années et qui avaient une population relativement jeune, la baisse de cette natalité est maintenant, la baisse de cette natalité, pardon, excusez-moi, la baisse du nombre de femmes en âge d'avoir des enfants, mais ce qui génère aussi les résultats sur la natalité, est aussi en diminution constante, et que donc ce facteur aggrave les facteurs précédents que nous vous avons présentés sur à la fois le solde naturel, le niveau de l'ICF et donc désormais le nombre de femmes en âge d'avoir des enfants. Très rapidement sur cette diapositive-là, ce que nous avons souhaité faire, c'est vous présenter un petit peu les contributions liées à la variation de la population normande au cours des dernières années. Alors ce qu'on observe, c'est que au cours des 5 années 2010-2015, la faible croissance de la population normande, puisqu'elle était déjà faible, était essentiellement due à un solde naturel qui restait positif. Ce solde naturel, au cours entre guillemets, du quinquennat suivant, 2015-2020, de la période quinquennale suivante, pardon, est devenu négatif. Le solde naturel est devenu quasi nul. Le solde migratoire, lui, est devenu franchement négatif, ce qui a contribué à enclencher la baisse de la population normande. Et depuis 2020, c'est le niveau du solde naturel en fait, qui contribue à la baisse de la population normande, et plus le niveau du solde migratoire qui, lui, est à peu près équilibré. Enfin, pour terminer cette présentation, ce que nous avons souhaité vous présenter, c'est l'évolution de la pyramide des âges de la région sur 50 ans. Alors,
vous observez en liseré continu la pyramide des âges telle qu'elle était observée en 1968, avec une base très large qui correspond aux classes d'âge les plus jeunes. Donc là, nous étions dans la natalité de l'immédiate après-guerre, avec quelques creux au niveau de cette pyramide des âges qui correspondent aux sinistres des guerres mondiales qui ont précédé cette période. Mais globalement, on avait une pyramide qui ressemblait à une pyramide, c'est-à-dire qui s'affinait au fur et à mesure que l'on montait dans les classes d'âge. En 2023, donc aujourd'hui, vous voyez la déformation de cette pyramide des âges, avec quand même une information non négligeable, c'est que les classes d'âge les plus élevées, donc au-delà de 50 ans, sont désormais plus nombreuses que les classes d'âge les plus jeunes dans la région, avec en plus, et c'est à noter, un rétrécissement de plus en plus important au niveau des classes d'âge les plus jeunes, ce qui traduit en fait la faible natalité de ces dernières années. Et vous voyez d'ailleurs que sur une cinquantaine d'années, on a déjà perdu 266 000 personnes de moins de 20 ans en Normandie, alors que dans le même temps, la classe d'âge de ce que l'on considère comme le gros des actifs, elle, a augmenté, mais surtout la classe d'âge des plus âgés, des 65 ans et plus, a plus que doublé déjà sur une cinquantaine d'années. Maintenant, l'objectif, c'est de vous présenter ce que ça va donner pour la Normandie. Et l'idée, c'est surtout de vous le présenter par tranche de population. Ça nous semblait vraiment important de voir, de détailler des tranches d'âge de population, notamment donc les populations qu'on a appelées scolaires, mais qui sont scolarisables, les populations qui sont en âge de travailler, donc grosso modo les actifs, et les seniors. Donc je vais vous détailler chacune des populations. Dans un premier temps, mais ça vous l'avez déjà vu du coup avec la présentation d'Arthur Cazobiel, c'est simplement pour vous présenter en parallèle la tendance démographique à venir. Donc là on est sur les projections, on parle de ce qui pourrait se passer d'ici 2070. Voilà ce que ça donnerait pour la Normandie, c'est la courbe en bleu, et en parallèle la courbe de la France métropolitaine que vous aviez déjà vue tout à l'heure. Donc on voit bien qu'on a une évolution qui n'est pas du tout similaire, on a une évolution qui va être à la baisse et de manière relativement constante sur la population normande. Si jamais, encore une fois, les tendances actuelles se prolongent, on est toujours dans cette idée-là, avec une population qui était autour de 3,3 millions d'habitants en 2018 et qui, si on continue comme ça, arriverait à moins de 3 millions, même moins de 2,9 millions d'habitants en 2070. Donc ça, c'était pour remettre un peu dans le contexte global de toute la population régionale. Maintenant, on va regarder ce que ça va donner pour chacune des tranches d'âge qu'on a regardées. Donc, dans un premier temps, c'est sur les populations qui sont scolarisables. Donc ça c'est vraiment en lien avec la publication qui vient de sortir vendredi dernier. Et donc, je vous invite évidemment à lire. Dans un premier temps, j'ai ici rappelé les trois pyramides des âges, dont deux que vous avez déjà vues, celle de 68, celle de 2023, donc aujourd'hui, et celle qui pourrait être celle de 2070 pour la Normandie. Avec ici un petit focus sur la population qu'on va regarder, donc celle des 3 à 18 ans. Et surtout, en bas, vous avez la part de la population des 3 à 18 ans dans l'ensemble de la population normande. Et ce qu'on voit, c'est qu'en un siècle, on va diviser par 2 la part des 3 à 18 ans dans la population normande. Donc on va passer de 30% d'une population qui représentait quasiment un tiers de la population en 68 à une population de 15% en 2070 si on prolonge nos tendances. Donc ça, c'est un premier grand indicateur à prendre en compte. Comment ça va se dérouler dans le temps d'ici 2070 ? On voit bien qu'il va y avoir plusieurs phases dans la progression. Tout à l'heure, sur la courbe globale de la Normandie, c'était une évolution qui était plutôt à la baisse mais constante. Ici, on a 3 phases de baisse, enfin 3 phases distinctes. Une première phase qui va être vraiment très rapide, très intense, et qui va arriver sur une tendance très courte, un horizon très court. On va avoir dès 2030 93 000 jeunes de 3 à 18 ans en moins dans la population normande. Et si on continue jusqu'en 2040, on va en perdre 146 000. Donc on va passer de 660 000 à peu près habitants de 3 à 18 ans à 514 000. Donc on va avoir vraiment une première tendance très forte de baisse intense jusqu'en 2040. On a ensuite, aux alentours de 2040-2050, une relative stagnation de cette population-là, avant une reprise de la baisse jusqu'en 2070, où on arrivera à 222 000 jeunes de moins, soit quasiment un tiers de jeunes en moins par rapport à la population de 2018. Alors comment se positionne la région par rapport à l'ensemble des autres régions françaises, de France métropolitaine ? Eh bien, la Normandie se situe au dernier rang, en fait, si on regarde en termes d'évolution. C'est celle qui va perdre le plus de jeunes de 3 à 18 ans
d'ici 2070 si les tendances se poursuivent, hein, donc encore une fois au conditionnel. Alors ça reste relativement proche de ce qui pourrait arriver pour les régions Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est, et dans une moindre mesure pour les Hauts-de-France aussi. Mais si on regarde bien aussi par rapport à la France métropolitaine, hein, c'est quasiment le double en termes de perte de population pour ces 3 à 18 ans. Si on revient sur le territoire normand et en regardant par département ce que ça pourrait donner, vous avez ici les évolutions en volume et en pourcentage, hein, de la population d'ici 2070. On a dans un premier temps la Seine-Maritime qui connaîtrait une baisse qui serait relativement moins intense que les autres départements normands avec moins 27%, hein, mais qui reste quand même bien supérieure à ce que va connaître la baisse en France métropolitaine. Hein. Pour rappel, c'était moins 18%. Le Calvados qui est relativement proche avec quasiment un tiers de population en moins, et une baisse encore plus forte, hein, pour les départements de la Manche, de l'Orne et de l'Eure, où là on va dépasser les 40% de baisse de population pour les 3 à 18 ans. Ici, l'idée, alors il y a beaucoup de chiffres, hein, mais c'était aussi de vous présenter l'horizon très proche qui est celui de 2030, et de vous détailler aussi ce que ça pouvait donner par sous-classe de tranche d'âge. L'idée, c'était aussi, vu qu'on est sur une population en âge d'être scolarisée, d'avoir un petit parallèle avec ce que ça pouvait donner par rapport aux différentes tranches scolaires, donc les préélémentaires, l'élémentaire, le collège et le lycée. Donc là, on voit bien que dès 2030, on va avoir une baisse très intense dans ce qu'on a dans les niveaux préélémentaires et élémentaires, hein, avec quasiment 20%, 20-21% de baisse de population pour ces tranches-ci. Elle sera un peu moins forte pour les 11-14 ans et les 15-18 ans, mais elle va déjà commencer à s'amorcer. Et ce qu'on voit ensuite, si on prolonge jusqu'en 2070, c'est que cette baisse va continuer à être forte pour les 3-5 ans et les 6-10 ans, mais elle va s'intensifier pour les 11-14 ans et les 15-18 ans. Et vous avez tout à droite donc ce que ça pourrait engendrer comme baisse de population sur la période entière 2018-2070, donc avec entre 31 et 36% de baisse de population suivant les classes d'âge. Donc évidemment, il va y avoir beaucoup d'enjeux à prendre en compte. Et l'horizon 2030, hein, il faut quand même se dire que c'est dans 7 ans, c'est très proche. Donc ça, c'est important de noter que la baisse va être très intense dès 2030. Maintenant, je vais passer à la population qu'on a considérée en âge de travailler. Donc ici, même chose, je reviens juste simplement sur la pyramide pour vous présenter quelle tranche d'âge on va regarder. Donc on est bien sur les 19 à 64 ans qu'on va regarder ici. Donc on voit bien aussi l'évolution, hein, de la structure de la population par la pyramide des âges, avec un vieillissement plus fort. Et en termes de poids dans la population globale normande, on voit qu'on était sur un poids qui était autour de 53-55% en 68-2023, donc une évolution assez faible entre les deux périodes. Et on va commencer à amorcer une baisse jusqu'en 2070, encore une fois si on prolonge les tendances, hein, pour qu'au final cette population-là ne représente entre guillemets, plus que la moitié de la population globale normande. Ici, par rapport à la population des 3 à 18 ans, on a une évolution qui va être plutôt constante, qui va rappeler celle qu'on a vue tout à l'heure pour l'ensemble de la population normande. On a une évolution qui va s'échelonner dans le temps de manière assez constante, mais on a quand même déjà une baisse de 130 000 personnes de 19 à 64 ans dès 2030, hein, donc ça c'est déjà un chiffre relativement important. Et si on prolonge jusqu'en 2070, on en perdrait 430 000 hein, par rapport aux 1 800 000 qui étaient présents en 2018. Donc on perdrait quasiment un quart des potentiels actifs normands. Là encore, si on se compare entre guillemets aux autres régions, on voit bien que l'évolution normande va être celle qui va être la plus forte, hein, accompagnée une nouvelle fois de Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté. Donc c'est ce que je disais, hein, quasiment un quart de population en moins pour ces 3 départements-là, et les Hauts-de-France un tout petit peu au-dessus. Et à titre de comparaison, donc la France métropolitaine, la baisse pour ces tranches d'âge-là ne serait que de 8% d'ici 2070, donc quasiment 3 fois moins. Au niveau territorial, on aurait cette fois les départements de la Seine-Maritime et du Calvados qui seraient une nouvelle fois relativement plus épargnés par cette baisse, avec des baisses de moins 17 et moins 18%, mais tout de même toujours supérieures à celles de la France métropolitaine, et des baisses plus intenses, une nouvelle fois pour la Manche, l'Orne et l'Eure, avec autour d'un tiers de population en moins pour ces 3 départements-là. Et même chose pour au niveau des détails par classe d'âge. Donc on a voulu un petit peu séparer donc entre guillemets les jeunes actifs, les actifs
classiques et puis les plus âgés, les actifs un peu plus âgés, pour voir qu'il y a des différences. On a des jeunes actifs qui vont être un peu plus nombreux d'ici 2030, un peu plus de 6% en plus, alors que déjà on va amorcer une baisse pour ce qui est des 25-49 ans et des 50-64 ans. Et puis si on prolonge la tendance, on a une baisse qui va là cette fois s'intensifier fortement chez les jeunes actifs et qui va se prolonger, s'intensifier aussi, mais de manière un peu moins forte, sur les deux autres classes d'âge aussi. Et avec au final une baisse comprise entre 20 et 26% d'ici 2070. Donc des baisses qui seront déjà très intenses. Et enfin, la dernière tranche qu'on a voulu regarder, c'est celle des seniors. Donc ici, on va avoir une population... à l'inverse, on a ici observé on observerait éventuellement des baisses de population. Ici, on va observer éventuellement des éventuelles hausses. Donc on voit bien ici par la pyramide que la part des 65 ans et plus va fortement augmenter dans les années à venir. Et elle pourrait quasiment tripler, dans le poids de la population des 65 ans et plus dans la population normande pourrait quasiment tripler d'ici 2070. Donc est passée au-delà de celle des 3-18 ans. Pardon. Comment ça va se dérouler dans le temps? Alors cette fois, c'est une évolution, là aussi c'est important de le signaler, c'est que c'est une évolution positive et très rapide aussi dans le temps, avec une temporalité assez courte. On va gagner déjà 160 000 personnes de 65 ans et plus dès 2030, plus 240 000 d'ici 2040, avant de cette fois stagner, voire légèrement diminuer dans cette population-là. Donc c'est vraiment, ici, l'horizon il est vraiment très court sur la hausse de la population des seniors dans la région. Ça c'est important à signaler parce que ça va avoir forcément des enjeux très rapides à court terme. En termes de comparaison avec les autres régions, on n'est cette fois pas au dernier plan, mais on se retrouve quand même dans la queue du peloton, malheureusement, avec une évolution qui reste positive. Cette fois, on est sur une hausse de population de 32%, donc quasiment un tiers de population en plus d'ici 2070. Mais on a deux régions qui feraient un peu moins bien que nous, en particulier la Bourgogne-Franche-Comté et le centre Val-de-Loire. Et on resterait accompagné avec la région Grand Est. Mais voilà, encore une fois, notre évolution qui cette fois est positive serait moins forte que celle que connaîtrait la France métropolitaine sur cette population-là. Au niveau départemental, on a là une distinction bien plus marquée entre les départements. On a l'Orne qui se distingue parce qu'il aurait une évolution assez faible finalement de cette population-là. Alors pourquoi une évolution si faible? C'est relativement simple à comprendre, c'est que c'est un département qui est déjà très âgé et donc il ne peut pas forcément augmenter beaucoup plus que ce qu'il est déjà. Pour la Seine-Maritime et la Manche, on aurait des évolutions assez fortes, autour de 30 et 33%. Et les évolutions les plus marquées se retrouveraient cette fois pour l'Eure et le Calvados. L'Eure, qui était historiquement un département un peu plus jeune, connaîtrait un vieillissement rapide de sa population. Et une nouvelle fois, on a détaillé par différentes tranches. L'idée, c'était aussi de voir une question d'autonomie des personnes âgées et de dépendance. Et puis on voit surtout qu'il y a des forts écarts suivant les classes d'âge qu'on regarde. On voit bien que sur la période dès 2030, on aurait une augmentation qui serait relativement limitée pour les 65-74 ans et pour les 85 ans et plus, mais déjà très forte pour les 75-84 ans. Et évidemment, en faisant vieillir cette population-là, on aurait finalement une petite baisse de population, des baisses pour les 75-84 ans, un peu plus forte pour les 65-74 ans, mais très très intense pour les 85 ans et plus. On doublerait le nombre de 85 ans et plus d'ici 2070 si jamais on poursuit les tendances actuelles. Et donc entre 2018 et 2070, ça équivaudrait à plus 123%, donc plus d'un doublement de la population des 85 ans et plus d'ici 2070. Je voudrais juste apporter une précision, et notamment par rapport à un certain nombre d'acteurs publics qui sont connectés et avec lesquels nous avons travaillé ces dernières années sur des projections de population, que ce soit des projections de population de jeunes ou de personnes âgées. Comme l'a rappelé très bien tout à l'heure Arthur Cazobiel, l'outil que nous utilisons à l'INSEE pour faire des projections vient d'être réactualisé. Donc il est normal que vous constatiez dans les résultats qui vous sont présentés aujourd'hui d'éventuels écarts à la baisse pour les populations les plus jeunes, puisque la baisse s'est intensifiée avec la réactualisation du modèle de projection sur cette classe d'âge, mais aussi à la hausse sur les populations les plus âgées.
puisque nous pourrions potentiellement en avoir davantage que ce qui était prévu. Donc ce que je voulais dire par rapport à ce point-là, c'est que n'hésitez pas à vous rapprocher de nous afin que l'on puisse revoir dans quelle mesure ces projections ont évolué pour les territoires sur lesquels nous avons travaillé avec vous. Et bien entendu, nous ferons de notre possible pour les réactualiser et vous proposer des résultats actualisés. Bonjour, alors moi je vais vous décrire comment sur le site de l'INSEE vous pouvez accéder aux données sur la démographie et comment vous pouvez retrouver les publications qui vous ont été présentées. Donc pour ça, il faut se rendre sur le site de l'INSEE, www.insee.fr. Quand vous êtes sur la page d'accueil, vous avez toutes les rubriques ici et toutes les données et les publications se trouvent sur la même rubrique, statistiques et études. Donc je clique dessus. Pour pouvoir accéder aux données, je vais devoir faire une recherche et sélectionner mes critères. Au fur et à mesure que je vais affiner ma recherche en partie gauche, les résultats vont apparaître en face. Donc tout d'abord le thème, aujourd'hui c'est la démographie qui nous intéresse. Donc je peux ou non ensuite sélectionner des sous-thèmes, donc, par exemple évolution et structure de la population, naissance, fécondité. Ensuite, je vais choisir un niveau géographique. Sur la deuxième ligne, je peux commencer à taper Normandie. Dès les premiers caractères, il va me proposer Rég comme région Normandie. Mais j'aurais pu aussi utiliser le menu déroulant pour voir tous les niveaux géographiques qui sont proposés. Ensuite, je vais choisir dans catégorie données. Il y a plusieurs types de données. Les chiffres clés, ce sont des indicateurs très synthétiques. Pour avoir plus de variables ou des bases de données, vous choisirez chiffres détaillés. Les séries chronologiques, ce sont des séries longues historiques sur des indicateurs. Et les outils interactifs pour la démographie, c'est essentiellement des pyramides des âges interactives. Donc, par exemple, si je prends un chiffre clé que j'identifie avec la couleur bleu ciel, je retrouve, par exemple, l'indicateur conjoncturel de fécondité qu'on a évoqué plusieurs fois cet après-midi. J'ai demandé des données pour la Normandie, donc j'ai bien ici des résultats au niveau départemental et région, donc sous forme de graphiques, de cartes, mais je les ai également sous forme de tableau. Et depuis ce petit bouton, je peux télécharger les données. Si je regarde des chiffres détaillés, je peux par exemple avoir les populations légales 2020, donc pour rappel qui sont entrées en vigueur au 1er janvier 2023, donc les plus récentes. Et ici, je vais avoir des tableaux détaillés avec les populations légales des régions, des départements, mais aussi je vais pouvoir télécharger des fichiers par département. Donc, si je prends par exemple le Calvados, ici, je vais pouvoir avoir un fichier en format PDF avec toutes les populations légales des arrondissements, des cantons et des communes. Donc, c'est à la suite. Ici. Enfin, si je regarde un outil interactif, donc, comme je disais, c'est les pyramides des âges, projection de population. Donc, j'arrive sur l'outil. Donc, c'est un outil qui permet de visualiser la structure par âge de la population. Donc, les pyramides, par défaut, au début, on est en 2021, mais à l'aide du curseur, je peux me projeter et aller jusqu'en 2070. Je peux jouer avec le curseur. Par défaut également, c'est la France entière, mais je peux choisir soit un département ou une région. Ici, je vais prendre la manche pour changer. J'ai également un tableau avec la répartition de la population par tranche d'âge. Si les tranches qui sont proposées ne m'intéressent pas, je peux les modifier. Si par exemple je m'intéresse au moins de 18 et au plus de 80, je modifie mes tranches. Et le tableau se met à jour au fur et à mesure que je déplace le curseur. Toujours sur cette page, je peux télécharger également les données des pyramides, les données présentes sur cette page. Voilà rapidement pour les données sur la démographie. Si je reviens sur la page d'accueil de l'INSEE,
et que je m'intéresse aux publications, j'ai dit tout à l'heure que c'était sous la même rubrique. Donc je clique à nouveau sur statistiques et études. De la même manière, je vais faire une recherche. Et cette fois-ci, dans catégorie, je vais choisir publications. Et je vais pouvoir filtrer dans les collections les publications normandes. Donc j'ai 4 types de publications. Les INSEE Analyses, qui sont des diagnostics et éclairages sur les enjeux de la région, souvent en partenariat avec les acteurs publics. C'est des publications qui font 4 pages. Les INSEE Flash, qui sont des mises en perspective rapides d'informations issues de la statistique publique. C'est des publications de 2 pages. Les INSEE Dossiers, qui traitent de manière plus approfondie de problématiques sous différents angles. Et les INSEE Conjoncture, là il s'agit des notes trimestrielles de conjoncture et les bilans économiques qui font également 4 pages. Donc là ainsi, si je coche, je vais avoir uniquement mes publications normandes. Et je peux sélectionner dans mon thème la démographie, toujours pour avoir uniquement les publications normandes sur la démographie. Donc ainsi, je retrouve, donc c'est par ordre du plus récent au plus ancien. Donc la publication dont on vient de parler, celle de Camille, un INSEE Analyse. Donc les publications, elles se présentent toujours ainsi. Il y a toujours le chapeau avec le résumé de la publication. À la suite, vous avez un onglet pour consulter la publication, avec les données toujours sous forme de graphique ou de tableau. Un onglet qui renvoie vers la documentation, donc où vous aurez toutes les définitions, les sources et la méthodologie. Et depuis l'encadré ici, vous aurez la possibilité de télécharger en version PDF la publication et de télécharger les données. Si je reviens sur ma page de résultats, je retrouve également l'INSEE Flash dont on a parlé tout à l'heure, donc la publication sur les projections de population de la population normande à l'horizon 2070 et le bilan démographique de la Normandie ici, un INSEE Analyse. Voilà. Et pour revenir sur les projections de population, l'INSEE réalise des prestations sur mesure et c'est ce qu'on va vous présenter maintenant. Bonjour à tous. Donc, pour rester dans le thème, je vais vous présenter ce qu'on peut faire en termes de produits, ce qu'on appelle des produits normalisés pour les projections de population avec le modèle ONFAL. Donc, où est-ce qu'on peut retrouver ces projections de population donc selon le zonage qui vous intéresse sur le site. Donc, c'est dans la rubrique Services, Diffusion sur mesure. Ensuite, c'est donc des produits prédéfinis sur des zonages géographiques à façon. Et là, vous avez donc tous les produits qu'on propose sur des zonages à façon, et notamment les projections démographiques ONFAL. Donc, lorsqu'on clique dessus, vous avez un petit résumé de la prestation, et puis vous avez ici l'accès au service INSEE Contact pour vous rediriger ensuite vers nous, pour réaliser un devis, puisque c'est une prestation payante. Donc, je vous donnerai notre adresse mail pour nous contacter juste après. Donc, qu'est-ce que vous allez obtenir avec ces projections ? Donc, justement, des projections de population et de ménages jusqu'en 2070, sur un zonage prédéfini comme vous le souhaitez. Il y a des règles pour le zonage, il faut qu'il y ait plus de 50 000 habitants, et qu'il n'y ait pas de trou dans votre zonage, que les communes soient bien continues. Donc vous aurez ensuite, avec ce produit, des projections donc jusqu'en 2070. Donc c'est basé sur un scénario central, comme vous l'a expliqué Arthur Cazobiel tout à l'heure. Il y a aussi d'autres scénarios qui sont pris en compte, selon différentes hypothèses, donc de fécondité, de sol migratoire, sol naturel, comme on a pu vous l'expliquer au préalable. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça peut donner comme résultat en sortie.
Donc là, c'était une demande qu'on avait faite pour un partenaire. Donc sur la zone CA Seine-Eure, il avait demandé des projections de population. Donc en sortie, il a eu un fichier comme ceci, un fichier Excel, avec des données par sexe, par âge détaillé, donc jusqu'à 99 ans. Et donc du coup, pour chaque zone, vous avez les projections jusqu'en 2070, par âge détaillé et par sexe. Voilà, donc pour ce qui est des projections de population, donc là c'est un peu rapide, mais n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des besoins dans ce sens. Maintenant, je vais vous montrer un outil qui peut être assez utile pour réaliser des cartes interactives de travail avec notre interface statistique locale. Donc pour cela, je vous montre comment on y accède à partir du site insee.fr. Donc là, on est sur la page d'accueil. Et lorsqu'on va un petit peu en dessous, on peut accéder aux cartes et données locales. Et là, le premier item, donc statistiques locales. Je clique dessus. Donc on arrive sur cette page. Donc là, vous avez 4 grands espaces. Nous, aujourd'hui, on va voir l'espace indicateur pour cartographier les indicateurs INSEE très rapidement. Et là, vous avez l'espace aussi données externes pour cartographier vos propres données de manière, comme on va le voir, très simple. Donc aujourd'hui, on va voir plus précisément ces 2 espaces-là. Vous avez accès aussi à un mode d'emploi en bas de page juste ici, si jamais vous avez besoin. Donc on va rentrer directement dans le vif du sujet avec l'onglet indicateurs. Donc vous atterrissez sur cette page-là. Donc à droite, vous avez ce qu'on appelle l'espace de restitution et à gauche, le panneau de pilotage, juste ici. On va prendre peut-être un exemple pour que ce soit plus parlant. Donc on va rester dans le thème de la démographie. On cherche à représenter la population communale, la population municipale, pardon, en 2020 et son évolution annuelle moyenne. Donc 2014-2020, à l'échelle de la commune en Normandie. Donc comment on va faire? Déjà, on va zoomer un petit peu sur la Normandie. Je clique sur la petite loupe juste ici. Je fais un rectangle autour de la Normandie. Aussitôt, ça s'ajuste. Maintenant, je vais rechercher mon indicateur. Donc en fait, on voit qu'il va être dans la partie à gauche de l'écran où il y a tous les grands thèmes. Nous, donc, c'est un indicateur de démographie. Je clique dessus. J'ai ensuite les sous-thèmes. Je vais aller plus précisément dans le sous-thème évolution et structure de la population. Je choisis ensuite population municipale 2020, ce que je voulais. Et en un clic, il m'a cartographié mes données avec des ronds proportionnels. C'est interactif. Si je vais par exemple sur la commune de Caen, on voit qu'il y a plus de 107 250 habitants, la population 2020. Voilà, maintenant je peux tout de suite représenter mon deuxième indicateur, donc l'évolution annuelle moyenne de la population. Donc c'est toujours dans le même grand thème. Et je vais le retrouver. Voilà, il était juste en dessous, juste là. Donc là, c'est un indicateur en pourcentage, l'évolution annuelle moyenne de la population. Donc il me l'a représenté en aplat de couleur, juste ici, donc en un clic aussi. Par exemple, pour Rouen, on est à plus 0,5 sur la période. Voilà, je voulais une analyse à l'échelle communale. Donc là, par défaut, c'est bien ce qui m'a été proposé. C'est toujours la commune qui est mise au niveau du découpage géographique. Mais il y a toutes ces autres niveaux géographiques que vous pouvez représenter. Par exemple, vous pouvez passer rapidement aux intercommunalités et aussitôt la carte se modifie. Je reprends mon exemple pour la commune. Voilà, donc je peux par exemple choisir un autre indicateur. Si on prend, pour rester dans la démographie, la part des 65 ans ou plus, voilà, part des personnes âgées de 65 ans ou plus, je peux cliquer dessus. Alors ça me l'a représenté, par contre ça m'a enlevé mon autre indicateur d'évolution annuelle moyenne de la population, parce que sur une carte, je ne peux représenter que 2 indicateurs,
un indicateur en nombre, ici la population, et un indicateur en ratio, ici la part des personnes âgées de 65 ans ou plus. Sinon, ce ne serait pas lisible, mais je peux quand même le maintenir dans mon panneau Mes indicateurs, et il sera répercuté dans le mode tableau, que je vous montrerai tout à l'heure. Donc, je reviens sur mon exemple avec l'évolution annuelle moyenne de la population. Voilà. Ensuite, je voulais une analyse sur la Normandie. Donc, je souhaite un peu mettre en valeur les départements, le zonage de la Normandie. Pour cela, je vais faire une sélection géographique. Je clique sur n'importe quelle commune de la Normandie. Et j'ai un petit panneau à droite qui s'est affiché, ma sélection. Je peux agir sur cette sélection. Et là, il y a un autre panneau à gauche qui apparaît, qui nous permet de choisir une zone englobante, juste ici. Donc vous avez ces différentes zones-là, mais nous, on va choisir la Normandie. Voilà, donc automatiquement, sur la carte, il y a un liseré rouge qui est apparu, et les communes qui ne sont pas normandes, du coup, ont été grisées, ce qui nous permet de mettre en avant notre zone d'étude. Voilà pour ça. Je peux aussi, si je souhaite, modifier les paramètres des représentations des indicateurs avec la petite clé à molette à droite de l'écran. Donc les ronds, par exemple, je peux changer le symbole, changer la couleur. Ça, je vous laisserai voir si vous avez des besoins. C'est plus pour savoir que ça existe. Pareil pour les aplats de couleurs. Là, par exemple, pour l'évolution annuelle moyenne de la population, qui est représentée en aplat de couleurs, je peux changer les paramètres juste ici. Et je peux aussi mettre des seuils manuels, juste là, à gauche de l'écran. Voilà pour ça. Si on estime que notre carte elle est finie et qu'on veut l'exporter, on va à droite de l'écran dans l'onglet Action, la petite roue crantée, Exporter, réutiliser. Et à gauche, vous avez un nouveau panneau qui s'affiche. Là, il y a plusieurs formats, mais un format qui est intéressant que je vais vous montrer, c'est le PDF, qui est juste là. Voilà, donc pour une réunion ou pour échanger avec des collègues, vous pouvez imprimer cette carte sous ce format. Donc soit vous le gardez en portrait, vous pouvez le mettre en paysage, vous pouvez ajouter des commentaires juste ici, et vous pouvez changer le titre. Voilà, donc un format qui peut être assez intéressant pour des réunions ou pour autre chose. Ensuite, je vais vous montrer le mode tableau. Donc là, vous avez 3 indicateurs qui ont été sélectionnés ici, mais on peut en sélectionner davantage. Et ces indicateurs, ils vont être répertoriés dans le mode tableau juste ici. C'est vrai que des fois, c'est pas forcément facile de trouver des données sur le site INSEE. Là, pour le coup, on a juste à sélectionner les indicateurs, sélectionner le niveau géographique que l'on souhaite, et toutes les données sont répertoriées après dans le mode tableau. Là, je retrouve bien mes 3 indicateurs. En bleu, ce sont mes communes normandes, mais en dessous, vous avez toutes les autres communes de France. Sur ce tableau, vous pouvez aussi, dans la rubrique Action, effectuer des filtres, juste ici, sur les indicateurs ou sur les codes communes, etc. Et vous allez aussi pouvoir exporter ce tableau au format tableur. Vous avez aussi la possibilité d'avoir des fiches de synthèse selon les indicateurs. Donc pour chaque indicateur que j'avais sélectionné en amont dans la rubrique cartes, qui sont là dans le panneau Mes indicateurs en jaune, vous avez des fiches de synthèse. Donc là sur la population, on a une comparaison de la Normandie par rapport à la France et aussi des petits graphiques de classement. Donc voilà, pour ces fiches, vous retrouvez une fiche par indicateur. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer aussi comment vous pouvez utiliser cette interface pour cartographier vos propres données. Donc, comme vous l'avez vu, de manière très simple. Pour cela, vous allez sur la rubrique Données externes lorsqu'on est à l'accueil de statistiques locales. Donc, ça se présente pareil, sauf que là, vous allez devoir modifier, vous allez devoir insérer vos données ici, en fait, avec un simple copier-coller. Donc là, vous avez un fichier modèle si vous souhaitez pour voir un petit peu comment on organise les données pour pouvoir les copier-coller correctement.
Voilà, donc en fait, il faut que le tableau que vous allez réaliser, il faut que ce soit des codes géographiques INSEE, et il faut que la première colonne de votre tableau, ce soit vos codes géographiques, comme ici, et la première ligne, ce soit l'intitulé des indicateurs que vous souhaitez cartographier. Plus concrètement, comment ça se passe? On a fabriqué un petit fichier, bon nous ce sont nos données INSEE puisqu'on n'en a pas... Vous, ce seront vos données, mais nous, du coup, on a pris nos données. Donc, ce sont les données de projection de population, pour rester dans le thème, au niveau départemental en Normandie. Donc, comment on peut cartographier ces données en quelques clics? Donc là, on a les départements normands en première colonne. Et ensuite, en première ligne, je vais prendre l'intitulé des indicateurs que je souhaite cartographier. Donc là, il y a la population de 2070 et son évolution ici entre 2018 et 2070 par département. Donc pour faire la démarche, je prends le tableau, je le copie et je vais aller le recoller juste ici. Par contre, il faut bien que je change le niveau juste ici, puisque par défaut, on est au niveau communal, mais nous, on a des données là au niveau départemental. Je colle mes données juste là. Et aussitôt, donc ça m'a pris en compte le nom des indicateurs, donc la population en nombre en 2070 et son évolution de 2018 à 2070, et ça les a répertoriés donc du coup ça les a cartographiés sur la carte. On retrouve ici pour chaque département ces deux indicateurs-là. Et donc ceci, vous allez pouvoir aussi l'exporter, toujours dans Action, exporter, réutiliser, en différents formats. Voilà, donc voilà pour cette présentation. Je voulais rapidement revenir sur quelques points clés, me semble-t-il, de la présentation. Il y en a quelques-unes comme ça à retenir peut-être. C'est certainement le fait que le déclin démographique en Normandie est engagé. Il est engagé depuis 2016. C'est peut-être une information qui n'est pas connue de toutes les parties peut-être. Pourtant, l'INSEE communique régulièrement dans ses publications sur le déclin démographique en Normandie, et ceci donc depuis les années 2016. Voilà, peut-être une information à bien faire porter aussi auprès de vos instances, que la Normandie est une des premières régions françaises à avoir un déclin démographique. Ça a été dit dans l'introduction. Vous avez vu que donc c'est un tiers des régions qui sont concernées qui ont eu un pic démographique les années antérieures, donc depuis 2014. La Normandie en fait part, et la Normandie est une des régions qui a vu une des plus fortes baisses démographiques au cours des 5 dernières années, avec notamment la Bourgogne-Franche-Comté. Donc une baisse démographique engagée. Vous avez également dû retenir voilà, les projections démographiques à horizon 2070, qui sont très, très majeures, avec une singularité qui a été retracée plusieurs fois, qui est effectivement que la Normandie se distingue à 2 reprises, avec notamment pour les jeunes. C'est la région qui a la plus forte baisse du nombre de jeunes. Donc c'est quand même un point important à retenir. C'est aussi la région qui a la plus forte baisse des actifs parmi l'ensemble des régions françaises. Alors, vous pourriez nous dire, peut-être à juste titre, 2070, c'est loin. 2070, c'est loin. Mais je voulais donc rappeler d'autres informations importantes qui sont donc les données 2030 qui ont été présentées. On a focalisé volontairement sur 2030, parce que 2030, c'est demain. On peut se dire 2070, c'est loin, c'est des projections, c'est des hypothèses, il y a plein d'aléas, on peut avoir des mouvements démographiques importants d'ici 2070, certainement. L'information qui est, me semble-t-il, peut-être la plus importante, c'est les évolutions que l'on va attendre d'ici 2030. Et d'ici 2030, vous avez dû noter, sinon je les rappelle, les 3 mouvements suivants. 93 000 jeunes de moins dans 7 ans. 130 000 actifs de moins dans 7 ans.
et 160 000 seniors retraités de plus dans 7 ans. Donc c'est des mouvements d'ampleur importants. Et rapide. C'est peut-être le point qu'il faut retenir, c'est pas demain. Les courbes que vous avez vues, c'est entre aujourd'hui et 2030 que tout se joue. Le vieillissement démographique, qui concerne donc les jeunes, les personnes âgées, enfin les actifs, c'est dans les prochaines années à venir principalement. C'est dans les 7 prochaines années. Donc je voulais attirer votre attention là-dessus. Et notre souci à nous, à l'INSEE, en fait, c'est effectivement de bien porter cette information auprès des décideurs publics que nous rencontrons, avec qui nous travaillons. Mais je pense qu'il est important aussi que vous aussi, vous fassiez part de ces informations dans vos instances, autour de vous, pour mieux faire connaître ces évolutions qui sont vraiment d'ampleur et pour lesquelles les enjeux sont demain. Les enjeux sont pour les jeunes sur le système scolaire. Qu'en sera-t-il demain, les prochaines rentrées 2023, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2030. C'est aujourd'hui que ça se fait. Qu'en sera-t-il pour l'accompagnement des personnes âgées? On a vu donc 160 000 seniors de plus. Dans quelles conditions, comment les prendre en charge? Tout ça, c'est à penser aujourd'hui s'il faut effectivement recruter, former les personnes pour qu'elles soient prêtes dans quelques années. Donc ça se joue aujourd'hui. Donc je voulais effectivement revenir sur ces points-là. Alors c'est pas du tout pour dramatiser, mais c'est vraiment pour insister sur des évolutions de court terme. C'est vraiment des évolutions de court terme. Nous espérons que vous avez trouvé cette session informative, j'en ai aucun doute, inspirante certainement, utile encore plus pour votre travail à vous au quotidien, pour vos réflexions. Et j'espère que vous disposerez d'une nouvelle compréhension des défis, des opportunités qui se présentent à la région, en Normandie, en matière démographique. N'hésitez pas à revenir vers nous, vous avez nos coordonnées. Nous cherchons vraiment à faire des partenariats avec vous, rendre service, apporter toutes nos contributions pour relever les défis demain pour la Normandie. Et je vous dis à bientôt. Je vous donne peut-être rendez-vous pour un prochain rendez-vous de l'INSEE qu'on va organiser peut-être aux alentours de mi-novembre prochain. Et alors sur un thème encore à définir, c'est pas défini, mais on vous informera de ça par la suite. En tout cas, un grand merci de vous être déplacé, d'avoir pu consacrer ce temps en présentiel et en distanciel. Merci beaucoup à vous tous.